Bienvenue dans cette analyse approfondie de Mein Kampf, l'ouvrage d'Adolf Hitler qui a façonné l'idéologie nazie et influencé l'histoire du XXe siècle. En effet, ce livre n'est pas seulement une œuvre politique, mais aussi un document historique révélateur. Pour en saisir toute la portée, nous devons le replacer dans son contexte historique, explorer ses thèmes principaux et analyser son impact à long terme sur la société allemande et mondiale. Commençons par le contexte historique. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouve dans une situation difficile. Le pays est marqué par la défaite et l'atmosphère est chargée de ressentiment. Absolument. La République de Weimar, instaurée après la guerre, doit faire face à une instabilité politique chronique. De nombreux Allemands sont mécontents des conditions imposées par le traité de Versailles, qui punit sévèrement le pays. Ce traité, signé en 1919, impose des réparations financières exorbitantes et des pertes territoriales, exacerbant le sentiment de défaite et d'humiliation nationale. C'est vrai, cette humiliation nourrit un profond ressentiment au sein de la population, ce qui favorise l'émergence de mouvements extrémistes comme le NSDAP dirigé par Hitler. Les promesses de rétablissement de la fierté nationale et de l'unité allemande résonnent particulièrement dans un contexte de crise économique et sociale. Dans ce climat de désespoir et d'humiliation, les idées nationalistes commencent à gagner du terrain. Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands commence à attirer une base de soutien croissante. En effet, le nationalisme est un thème central. Hitler exploite la frustration de la population face aux difficultés économiques pour promouvoir une vision d'unité nationale. Ce désir de réhabilitation trouve un écho dans des discours antisémites et anticommunistes. Passons à la rédaction de Mein Kampf. L'écriture de cet ouvrage débute en 1924, alors qu'Hitler est emprisonné après l'échec de son coup d'État manqué, connu sous le nom de putsch de la brasserie. Cet événement marque un tournant. Au lieu de le détruire politiquement, il lui offre une plateforme pour affiner et exposer ses idées. Sa détention à la prison de Landsberg est en effet un moment clé. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer pour un prisonnier politique, Hitler bénéficie de conditions de détention relativement privilégiées. Sa cellule est spacieuse, il reçoit des visiteurs et peut même écrire et correspondre librement avec l'extérieur. Il est traité avec une certaine bienveillance par les gardiens, ce qui lui permet d'aménager sa vie en prison pour se consacrer pleinement à l'écriture de son manifeste. C'est aussi dans cette cellule qu'il est rejoint par Rudolf Hess, un de ses plus fervents partisans. Hess joue le rôle de secrétaire et prend en dictée les idées d'Hitler, qui organise son discours, ses théories et ses visions d'avenir pour l'Allemagne. Exactement. Au départ, le titre que Hitler envisage pour son ouvrage est « 4 ans et demi de lutte contre le mensonge, la stupidité et la lâcheté ». Un titre à la fois long et peu percutant. Mais il est persuadé de le changer pour Mein Kampf, Mon combat, un titre plus simple mais beaucoup plus évocateur et personnel, qui donne le ton de l'ouvrage en reflétant sa vision d'une lutte intransigeante pour ses idéaux. Cette période de détention lui permet non seulement de structurer ses idées, mais aussi de revoir sa stratégie. Plutôt que d'envisager un coup d'État, comme il l'avait fait avec le putsch de 1923, il commence à voir la possibilité de prendre le pouvoir par des moyens légaux en utilisant les institutions de la République de Weimar. Cette nouvelle approche marque un tournant dans sa tactique politique. On peut dire que la prison de Landsberg devient pour Hitler une sorte de laboratoire d'idées. Il y développe une vision du monde fondée sur la haine raciale, l'expansionnisme et la nécessité d'un État autoritaire. Sa détention lui permet de donner une structure à ses obsessions et de transformer ses pensées en une idéologie cohérente qui trouvera un écho chez les déçus de la République de Weimar. Le premier volume de Mein Kampf est publié le 18 juillet 1925, avec le second volume suivant en 1926. La maison d'édition Franz Eher Nachfolger, acquise par le NSDAP, est chargée de sa diffusion. Cette maison, initialement spécialisée dans la presse satirique, devient un pilier de la propagande nazie en prenant en charge la publication des écrits d'Hitler et d'autres œuvres soutenant l'idéologie du parti. À ses débuts, cependant, Mein Kampf n'attire qu'un succès modeste. La première édition ne dépasse pas les 5000 exemplaires. De nombreux critiques sont sceptiques, soulignant le style laborieux et décousu du livre, et son message radical effraie une partie du public. Effectivement, Céleste, ce n'est qu'avec la montée en puissance d'Hitler et du NSDAP que le livre gagne en popularité. Après la crise économique de 1929 et les succès électoraux du parti, Mein Kampf
commence à être vu comme un texte incontournable pour comprendre la vision d'Hitler. Lorsqu'il accède au pouvoir en 1933, le livre devient un outil essentiel de la propagande nazie. Les chiffres des ventes explosent alors, atteignant des millions d'exemplaires pendant le Troisième Reich. Plongeons dans le contenu de Mein Kampf et ses idées centrales. Elle révèle la vision du monde d'Hitler et les bases de l'idéologie nazie. L'une des idées les plus marquantes est son antisémitisme virulent. Dans cet ouvrage, Hitler y présente les Juifs comme responsables de tous les maux de la société allemande, des difficultés économiques à la perte de la Première Guerre mondiale. Oui, il utilise un langage déshumanisant pour parler des Juifs, les comparant à des parasites, des araignées, des rats ou des bacilles. Cette rhétorique vise à justifier leur persécution en les présentant non seulement comme des ennemis du peuple allemand, mais comme une menace biologique qui doit être éradiquée. Hitler va même jusqu'à mentionner le terme « juif » plus de 460 fois dans le livre, soulignant à chaque occasion une haine obsessive. Une autre influence majeure dans Mein Kampf est le darwinisme social, que Hitler utilise pour justifier l'idée de la lutte pour la survie entre les races. Inspiré par une interprétation extrême des théories de Darwin, il affirme que l'existence humaine est marquée par un combat permanent entre des races supérieures et inférieures. C'est exact. Hitler considère la race aryenne comme le sommet de cette hiérarchie raciale et dépeint les autres races comme inférieures, dont certaines qu'il qualifie de parasites, menaçant la pureté du peuple allemand. Il propose des politiques eugéniques pour préserver cette pureté raciale, allant jusqu'à prôner la stérilisation forcée et l'élimination des individus considérés comme génétiquement faibles. Ce darwinisme social se traduit également par l'idée de l'espace vital, ou Lebensraum, un concept central dans Mein Kampf. Pour Hitler, le peuple allemand a besoin de plus d'espace pour survivre et prospérer, et il voit cet espace à l'est de l'Allemagne, notamment en Pologne et en Russie. La conquête de cet espace vital est selon lui nécessaire pour assurer l'expansion et la survie de la race aryenne. Ce concept d'espace vital devient l'un des piliers de la politique étrangère nazie et servira à justifier les agressions militaires d'Hitler dans les années 1930. L'invasion de ces territoires n'est pas uniquement un objectif stratégique, mais une mission idéologique pour lui, visant à purifier et peupler ces terres par des Allemands, tout en exploitant les populations locales comme main-d'œuvre ou en les exterminant. Un autre élément fondamental de Mein Kampf est l'ultranationalisme. Hitler prône une vision de l'Allemagne comme une nation forte, unie sous un régime autoritaire qui rejette les valeurs démocratiques. Selon lui, la démocratie est une faiblesse qui empêche l'Allemagne de retrouver sa grandeur. Dans Mein Kampf, il critique ouvertement la démocratie, qu'il considère comme un système faible et inefficace, influencé par les Juifs. À la place, il promeut l'idée d'un État centralisé autour d'un chef unique, un Führer fort et infaillible. Cette idée de leadership est basée sur le principe de la volonté du chef, qui, selon lui, doit être au-dessus de toute critique et de tout contre-pouvoir. Enfin, Mein Kampf est imprégné d'anticommunisme. Hitler considère le marxisme et le communisme comme une menace existentielle pour l'Allemagne, qu'il lie à une conspiration juive mondiale. Pour lui, les communistes ne sont pas seulement des ennemis politiques, mais une menace raciale à éradiquer. Oui, cet anti-bolchevisme devient un autre pilier de l'idéologie nazie. Hitler voit dans le communisme une idéologie qui affaiblit les nations en diluant les identités nationales et en prônant une égalité qui, selon lui, va à l'encontre des lois de la nature. Il accuse les Juifs d'être les instigateurs de cette idéologie et considère la lutte contre le communisme comme une lutte pour la survie de la race aryenne. En somme, Mein Kampf rassemble des idées de haine raciale, d'impérialisme, de suprématie aryenne et de rejet de la démocratie. Ces idées deviendront la base du programme nazi et inspireront les politiques de discrimination, de répression et d'agression qui suivront. Examinons maintenant les sources d'inspiration d'Hitler pour Mein Kampf. Ce livre n'est pas seulement une exposition de ses idées personnelles, il s'appuie aussi sur plusieurs influences culturelles, idéologiques et personnelles qui ont marqué son parcours. Absolument. L'une des influences majeures d'Hitler est le mouvement Völkisch, qui a émergé en Allemagne au XIXe siècle. Ce mouvement prônait une vision romantique de l'Allemagne, centrée sur la culture et les traditions germaniques. Les partisans du mouvement Völkisch considéraient que la race et la terre étaient indissociables, et ils voyaient l'Allemagne comme une communauté ethnique et spirituelle unifiée.
Hitler reprend cette idée et la développe en prônant la supériorité de la race aryenne. Ce mouvement exaltait une forme de pureté ethnique qui fait écho dans Mein Kampf. Hitler y décrit les Allemands comme une race maîtresse menacée par les influences étrangères, en particulier par les Juifs. Il affirme que le peuple allemand doit être protégé et que la pureté de la race doit être préservée, une idée qui puise ses racines dans ce nationalisme völkisch. Une autre figure clé pour Hitler est Dietrich Eckart, poète et fervent antisémite, qui a agi comme mentor pour lui. Eckart appartenait au cercle des premiers partisans du parti nazi, et il a encouragé Hitler à voir son combat comme une mission presque religieuse pour sauver l'Allemagne. Eckart croyait en une forme d'antisémitisme mystique où les Juifs étaient perçus non seulement comme des ennemis politiques, mais aussi comme des ennemis spirituels de la nation allemande. On peut dire qu'Eckart a eu une influence directe sur la pensée mystique et raciale d'Hitler. Il l'encourageait à considérer les Juifs comme responsables des malheurs de l'Allemagne et à faire de leur éradication une mission sacrée. Hitler dédia même Mein Kampf à Eckart après sa mort, en reconnaissance de l'inspiration et du soutien qu'il avait reçu. Passons à l'impact de Mein Kampf, car il ne s'agit pas seulement d'un livre isolé. Dès sa diffusion, il devient un puissant outil de propagande et de contrôle, permettant au régime nazi de répandre son idéologie. Oui, après l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933, Mein Kampf devient un best-seller en Allemagne, mais pas seulement à cause de sa popularité. Le régime nazi le distribue massivement comme un symbole de loyauté à la vision hitlérienne. Par exemple, il est offert aux jeunes mariés comme cadeau de l'État et distribué aux soldats comme manuel d'endoctrinement. On estime qu'entre 1925 et 1945, environ 12 millions de copies de Mein Kampf ont été imprimées, bien que beaucoup ne l'aient pas lu entièrement. Cette large diffusion le transforme en pilier de la propagande nazie. Et le livre devient plus qu'un simple manifeste politique. Il se transforme en un document sacré du Troisième Reich, une sorte de Bible pour les fervents partisans du nazisme. Ce texte contribue à normaliser des idéologies extrêmes comme l'antisémitisme, le racisme et la recherche de la pureté raciale. Dans les écoles et au sein de la jeunesse hitlérienne, Mein Kampf est utilisé pour inculquer aux jeunes les concepts de hiérarchie raciale et de haine des ennemis de la nation. En effet, les idées de Mein Kampf vont bien au-delà des pages du livre et s'incarnent dans des politiques concrètes. Les lois de Nuremberg de 1935, par exemple, sont inspirées par les principes raciaux énoncés dans l'ouvrage. Ces lois privent les Juifs de leurs droits civiques, interdisent les mariages mixtes et ouvrent la voie à une ségrégation systématique. Cette législation est un prolongement direct de l'idéologie de pureté raciale qui transparaît dans les pages de Mein Kampf. Ces lois ne sont que le début. Bien que Mein Kampf ne décrive pas explicitement le processus de l'Holocauste, il prépare idéologiquement le terrain. En diffusant une haine intense des Juifs et en les qualifiant de parasites, Hitler prépare la société allemande à accepter leur élimination progressive. Le livre contient même des passages qui justifient des actes génocidaires. Hitler affirme que si 12 000 à 15 000 Juifs avaient été gazés pendant la Première Guerre mondiale, cela aurait, selon lui, épargné des millions de vies allemandes. Cette déclaration est l'un des passages les plus glaçants de Mein Kampf. Elle montre jusqu'où va la pensée génocidaire d'Hitler. Il divise l'humanité en une hiérarchie raciale stricte, où les Allemands et les peuples germaniques occupent le sommet, tandis que les Latins et les Slaves sont considérés comme inférieurs. Quant aux Juifs, ils sont vus comme une menace ultime, placée en bas de l'échelle et destinée à l'éradication. Outre son contenu idéologique, Mein Kampf est également critiqué pour son style littéraire. Le livre est souvent décrit comme verbeux et chaotique. Beaucoup de lecteurs le trouvent confus, répétitif et difficile à suivre. Des figures célèbres ont exprimé leur opinion sur le texte. George Orwell, par exemple, trouvait le style maladroit et ennuyeux, mais il reconnaissait en même temps la force de conviction d'Hitler. Orwell disait que, malgré les défauts stylistiques, le livre révèle une détermination troublante. Il soulignait que Hitler croit sincèrement en sa cause, et c'est ce qui le rend dangereux. Mussolini, quant à lui, considérait Mein Kampf comme un assemblage de clichés recyclés et critiquait l'obsession d'Hitler pour la race. Bien que lui-même fasciste, Mussolini préférait une idéologie centrée sur le pouvoir autoritaire plutôt que sur la pureté raciale, et il trouvait la vision d'Hitler excessive et obsédante. Et puis,
Il y a Winston Churchill, qui qualifiait Mein Kampf de livre noir de l'humanité. Churchill voyait dans ce texte une menace explicite pour la paix en Europe et mettait en garde contre les ambitions expansionnistes et destructrices d'Hitler. Pour Churchill, Mein Kampf révélait la volonté de domination d'Hitler et devait être prise au sérieux pour anticiper les dangers à venir. Parlons maintenant de l'héritage de Mein Kampf, qui demeure complexe et parfois controversé. Les idées développées dans le livre ont traversé les décennies et continuent d'influencer certains groupes ou individus. Oui, après la Seconde Guerre mondiale, Mein Kampf a été interdit dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, où l'État de Bavière a détenu les droits d'auteur pendant 70 ans pour éviter sa réédition. Ce n'est qu'en 2016, lorsque le livre est tombé dans le domaine public, qu'il a pu être réédité en Allemagne, mais accompagné de commentaires critiques pour apporter un contexte historique. En effet, aujourd'hui, plusieurs éditions à noter existent pour encadrer le texte et le replacer dans son contexte, aidant ainsi les lecteurs à comprendre ses enjeux et les idées qu'il véhicule. Dans certaines institutions académiques, il est même étudié pour analyser la montée des idéologies extrêmes et les mécanismes de propagande. Cependant, malgré cet encadrement, Mein Kampf continue d'attirer des lecteurs dans diverses régions du monde. Par exemple, dans certains pays, le livre est parfois interprété de manière décontextualisée, notamment en Inde, où il est parfois perçu comme un ouvrage de stratégie ou de leadership. Ce phénomène montre combien le contexte est essentiel pour bien saisir les intentions originales de l'auteur. Sans cet éclairage historique, le texte peut être mal interprété et vu sous un jour qui n'a rien à voir avec son contenu idéologique d'origine. L'étude de Mein Kampf, quand elle est critique et bien documentée, peut aussi offrir des leçons sur les dangers de la manipulation idéologique et de la radicalisation. Ce texte reste un exemple marquant de la manière dont une pensée extrême a pu influencer une société entière dans des périodes de crise. En somme, Mein Kampf est un document historique qui permet de réfléchir sur les conséquences des idéologies de haine et de division. Son analyse dans un cadre académique peut aider à mieux comprendre les dynamiques de propagande et à développer un esprit critique face aux idéologies extrêmes. Merci d'avoir suivi cette analyse. Nous espérons que cet échange vous aidera à mieux comprendre ce livre et l'importance de garder une mémoire critique de l'histoire. À bientôt pour une prochaine exploration historique sur notre chaîne Rencontre avec l'Histoire.